Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de 19h à 21h, de lundi à vendredi. Paul Biya vient d'ordonner la suspension du processus d'attribution du terminal à conteneurs à TIL, Terminal Investment Limited. Dans cette correspondance du secrétaire général de la présidence de la République au directeur général du port autonome de Douala, Ferdinand Gongo demande clairement à Cyrus Senghor d'attendre les conclusions définitives de l'affaire APM Terminal BV et Bolloré SA contre port autonome de Douala-Bonabéry, pendante au tribunal administratif du littoral à Douala. Au cœur du problème, une affaire de gros sous, mais aussi et surtout un processus d'attribution de la concession bancale. Le concessionnaire sortant APM Terminal BV et Bolloré SA se plaint d'avoir été écarté dès la phase de présélection. Il va saisir le tribunal administratif de Douala et le 19 septembre dernier, Cyril Bolloré saisit Paul Biya en vue de solliciter son arbitrage sur ce qu'il qualifie de traitement injuste. Tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information du jour. Le 20h qui vous sera une fois de plus présenté par Nadine Diambour. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Madame, monsieur, tout de suite et maintenant, c'est le fait du jour. Suspension de la concession du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Que devrait-on comprendre? Pour en parler, je suis ce soir en plateau avec Elie Tchebman. Bonsoir Elie. Bonsoir Serge. Bienvenue une fois de plus. Merci pour l'invitation. Voilà, Elie Tchebman. Je tiens à dire bonsoir à tous vos téléspectateurs. Oui. Et j'ose espérer, puisque vous m'avez invité aujourd'hui sur le plateau avec des journalistes, oui, et mon très cher frère qui sort de prison, j'espère, comme à l'accoutumée, le débat sera plus gentil et à l'abri des hommes politiques. Pourquoi vous dites plus gentil? Parce que j'ai l'habitude de regarder votre plateau, chaque fois qu'il y a des hommes politiques, ça va d'un camp à l'autre. Ah oui, vous étiez là la dernière fois. Vous avez savez oublié bien de dire. À côté de vous, Albert Natola ici. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jacqueline. Je salue mes copanélistes ainsi que les nombreux téléspectateurs de Equinox Télévision. Je salue également et tout particulièrement les populations de l'arrondissement de Bala, c'est du côté du département d'Alekié, dans la région du centre, où justement nous avons un problème. Nous avons un patrimoine culturel et matériel qui est en train de se dégrader là-bas. Il s'agit du palais royal de M. Ateba Ebe. Je crois qu'il s'agit là d'un cas qui devrait intéresser le ministère des Arts et de la Culture. Ok. Bonsoir, Georges Sémé. Bonsoir à vous, monsieur Otto. Bonsoir à tous les copanélistes et bien évidemment aux inconditionnels de votre plateau. Voilà, vous maîtrisez ce... Je vais faire appel à vous ce soir parce que vous avez beaucoup de choses à dire sur le dossier PAD Bolloré. Oui, tout à fait, parce que je suis d'abord un journaliste qui suit l'actualité économique de bout en bout et le dossier Bolloré APMT contre le port autonome de Douala ne m'a pas échappé. Je le suis de bout en bout et j'espère pouvoir apporter des éclairages conséquents sur la question. Voilà, il va nous rejoindre dans un instant. Lui, il nous vient de Yaoundé. Lui, c'est Serge Aimé Bikoy qui sera sur ce plateau avec nous. Mais en attendant, son siège est occupé par André Blaise Essama. Bienvenue, combattant Essama, c'est ça? On va dire résistant, puisque résistant. Il faut qu'un résistant résiste avec un peuple. Oui. Lorsque mon professeur, qui est ici sur le plateau d'informatique, Monsieur Elie, créé, oui, DIM Service, c'est du côté de la rue qui portait le nom Franqueville. Il y a 25 ans. Il y a 25 ans, et quand il avait initié cet établissement, c'est grâce à ces ordinateurs que je me suis très vite intéressé à l'outil informatique, et il m'avait même donné la possibilité de ne pas payer les cours, dont je profite pour le remercier, tout en disant merci d'abord à tous ceux qui m'ont aidé à résister pour sortir de prison, tous ceux qui m'ont aidé, à tous ces internautes, à tous ces Camerounais de la diaspora, à tous ceux qui sont venus en prison. Je parle de M. Félix, un malvoyant, qui certainement nous regarde. Je parle de ma maman, puisque j'ai été sorti de prison sans que je n'ai le droit de rendre visite à tous ceux qui sont venus m'accueillir
On m'a sorti comme si j'étais quelqu'un qu'il fallait aller projeter, comme à l'époque de Lapiro de Manga à qui je rends hommage, où Mimi me faut, parce que ça m'a pas plu, que ma famille vienne très nombreuse à la sortie et que personne ne me voit. Mais co-cellulaire de la 16R, Banjo, et tous étaient surpris. On est venu, on m'a dit voilà. Donc, monsieur le professeur, je peux pas être gentil avec les hommes qui ont honte de laisser Essama sortir de prison. On m'a enfermé, je ne leur ai pas demandé de m'enfermer. Aujourd'hui, ils ont honte de me laisser sortir normalement comme tous les autres prisonniers. Et ça, c'est pas bien. Il faut pas être gentil avec ceux qui ne sont pas gentils. Ruben Oumiobe n'avait jamais été tendre vis-à-vis de ces colonialistes et ces hommes de main de la colonisation. Ok. Je vais rendre hommage à toutes ces personnes qui œuvrent pour la disposition des Camerounais à eux-mêmes s'autodéterminer et non à ceux qui veulent que nous soyons esclaves et des nègres de service. André Blaise Essama, vous avez passé la période qui va du 28 février 2019 à aujourd'hui, 25 octobre 2019, à la prison centrale de Douala, Nouvelle. Voilà, qu'est-ce qui vous y amène cette fois-ci? Parce qu'il faut dire que vous étiez déjà en 2015, 2016, ça c'était la troisième fois, 2019. Vous comprenez très bien que l'exécutif du Cameroun continue de tenir la justice au Cameroun. Quel est ce pays où on peut avoir des juges qui estiment qu'un monument d'un colon, c'est-à-dire une personne qui a mis les Camerounais à genoux, ce monsieur qui est un capitaine, qui n'est même pas général, on me dit c'est un bien public camerounais, jusqu'à ce que les juges osent dire que c'est un bien public. Et quand j'insiste de leur faire comprendre, voilà l'histoire de monsieur Philippe Hautecloc, qui est désormais appelé Leclerc. On a le général Leclerc à Yaoundé, lycée général Leclerc, mais c'est un colon. Et je me base rien que sur la pensée de ceux qui sont morts pour que nous soyons aujourd'hui avec des dirigeants qui sont noirs, comme le gouverneur. Et je lui demande de ne pas aller inaugurer une fois de plus ce monument, comme il a l'habitude de le faire le 11 novembre prochain. Sinon, je retournerai en prison. Puisqu'il s'agit de... C'est-à-dire que vous allez encore détruire? Bien sûr. Monsieur Serge Alain Routou, la vérité est très... Vous allez encore détruire, c'est ça que vous dites? Nous ne pouvons aucunement laisser les traces de colons sur nos places publiques en train d'être célébrées. Il est temps de dire... Moi, j'ai une responsabilité aussi. Donc, André Blaise, vous dites que vous allez repartir, vous voulez repartir en prison, c'est ça? Que le juge vienne, on débatte sur le plateau de télévision Equinox. Moi, je souhaite que le délégué du gouvernement, Antonin Fils, vienne, on débatte. Comment pouvez-vous accepter, après 60 années prétendues d'indépendance, que nous soyons encore, au lieu d'inaugurer le monument de Ruben Oumiobe, de Félix Moumié, des anglophones, notamment Django Foncha, qui disait... Pendant plus de 40 ans, notre pays a été divisé en 3 parties différentes, régies simultanément par des puissances européennes différentes. Tout le monde connaît le caractère fondamental et les différences qui existent entre les systèmes français et britanniques de gouvernement et de conduire les affaires publiques en général. Il voulait qu'on se sépare de la tutelle des 2 pays occidentaux. Mais ce ne sont que les francophones qui continuent de célébrer. Vous voyez le sujet de votre soir, Bolloré. Que fait-il? Pourquoi ne pas donner la place à ceux qui sont également anglophones? Si réellement le Cameroun a été commandé par les occidentaux français et les occidentaux anglais, on devrait entendre aussi le nom de quelqu'un qui vient de la partie anglaise et qui dise, moi aussi je m'appelle Wilson ou bien Churchill et je suis en train de solliciter les marchés. Mais il y a cette discrimination. Si on suit ce que les pères de la partie anglophone demandaient, on devait se séparer de cette tutelle occidentale et maintenant commencer à nous autodéterminer. Monsieur Serge Alain Routou, voyez-vous, la colonisation doit être considérée, comme Emmanuel Macron le disait, un crime contre l'humanité. Et aujourd'hui, il est temps pour tous les patriotes camerounais de ne plus rester en marche, mais de se mêler, parce que nos pères ne sont pas morts pour nous pour rien. Nos papas ne peuvent pas mourir et que regardez à quoi ressemble la tombe de Ruben Oumiobe. Allez voir le monument qu'on a voulu mettre et qui a été fabriqué à Fumban. Vous vous rappelez, vous avez envoyé des reporters faire un papier là-dessus. L'avenue Oumiobe n'a pas de monument parce que le gouverneur préfère restaurer rapidement le monument du général Leclerc pour le 14 juillet. Ils sont partis avec le délégué. Je leur dis, chers soumis à la France, vous pouvez le faire, mais sachez que nous, le peuple, nous allons continuer de servir nos héros. Parce qu'un peuple ne vit pas avec ses bourreaux.
Nous vivons avec nos héros. Oui, on va sortir par là également. André Blaise Sama, vos conditions, décrivez-nous un peu vos conditions de détention pendant cette période qui va du 28 février au 25. Serge, alors je vais remercier d'abord tout le système pénitentiaire camerounais parce qu'ils sont des patriotes. Je salue encore que ce soit le régisseur Cécé Dacier et toutes les autres personnes. Vous voyez, la prison est devenue pour moi comme une identité. Donc sur ma carte d'identité désormais, ne me considérez pas comme informaticien. Mon professeur, je m'excuse, je suis plus élève de l'informatique puisque j'ai beaucoup appris dans ce que vous m'avez permis. Actuellement, mon identité, c'est prisonnier. Donc, il faut que les Camerounais comprennent que la prison est devenue un lieu où je me sens à l'aise parce que les Camerounais qui sont là-bas sont patriotes. Que ce soit les gardiens de prison, ils ne dérangent pas ceux qui viennent me rendre visite. Je félicite encore tous ceux qui se battent comme mon chef cellule, M. Panjo. Oui, Panjo, et puis monsieur, ils sont très ndongo, c'est lui qui m'a fabriqué ce... Bref, la prison doit être productive, monsieur Serge Alain Autour. Rendez-vous compte, les conditions de nutrition ne sont pas faciles parce que l'effectif est très nombreux. Il est temps, quand on parlait de ces surpopulations de prison, que nous puissions faire des prisons de production. On peut faire l'élevage, Panjo faisait l'élevage, il a fait la restauration. Les anciens prisonniers peuvent aujourd'hui apprendre à cuisiner et sortir avec quelque chose qu'ils maîtrisent, c'est-à-dire au moins faire les bons menus. Donc Panjo, c'est lui qui... Bon, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment les prisonniers sortent et ils sont comme ça. Non, c'est Panjo qui m'a vraiment mis un peu... Je préfère remercier encore une fois de plus tous les journalistes qui sont venus régulièrement. Armand Rodom Diallo qui a commis un livre, monsieur très grand homme qui est à côté de moi. Vraiment, je vous remercie. Au moment où il était à Ouest Littoral, Georges Sémé a fait un grand travail qui mérite vraiment des félicitations parce qu'en même temps, il partait poser des questions aux délégués du gouvernement et c'est grâce à ces questions-réponses que nous avons pu avoir une avancée avec Avenue Oumyobé et Monument Ruben Oumyobé. Donc, il y a des journalistes qui venaient et qui faisaient régulièrement des chroniques, même lors des années de commémoration, parce que chaque date d'anniversaire de nos héros doit aujourd'hui intégrer la commémoration. Parce que Félix Moumié, ça sera le 3 novembre prochain. Oui. J'ai bien sûr beaucoup entendu parler de l'avenue Françoise Fony, mais il faut également qu'on pense aux femmes de l'indépendance. Madame Marthe Moumié a été assassinée. Elle mérite également que la ville de Douala fasse connaître son histoire. Donc je suis très content des journalistes patriotes que notre pays continue dans ce sens parce que c'est important que nous nous approprions cette fierté, ces idées de héros. Voilà, André Blaise Sama, qu'est-ce que vous comptez faire? À quoi vous allez vous atteler? Oui, je vais remercier encore d'abord l'organisation internationale du côté de l'Allemagne qui a inscrit mon nom dans un livre qui est actuellement en 2e année master en Allemagne. Il s'agit de l'initiative Perspektiven. Ils ont initié d'écrire l'histoire de la vie d'un héros d'une bande dessinée et c'est Sama. Donc on va faire de la communication, de l'éducation, des conférences, on va sensibiliser les Camerounais à ne plus adorer leurs bourreaux parce que le système est si bien ancré dans la tête des Camerounais qu'on préfère adorer les bourreaux et détester nos héros. Et c'est une absurdité. Et le système a été très bien. Vous voyez un peu monsieur Legrand qui vient, je parle de Yves Le Briand, qui vient inaugurer un pont sur le Vouri avec des fondations qui collent aux fondations de l'ancien pont. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Moi, je vais le dire, même desservir que ce soit du côté de Bonabéry, c'était une visite des mais le fait même qu'il œuvre dans le sens de nous désintéresser à cette conférence qu'organisait le président russe Poutine. C'est dommage. Moi, je ne peux pas accepter que le président Paul Biya, en mon nom, décore ce monsieur. Il ne mérite pas. Ce n'est pas mon nom dans tous les cas. Que le président... Vous refusez la décoration? Je suis citoyen camerounais. Accordé à Jean-Yves Le Drian? Je refuse qu'on enlève le nom de Sama dans cette décoration. Ce n'est pas à mon nom qu'on l'a fait. Parce que ce monsieur, j'attends des réparations avec tout ce que les Camerounais savent de la guerre cachée aux origines de la France-Afrique, que Jean-Yves Le Drian sache que nous, les Camerounais, nous ne sommes pas moins que les Algériens. Nous sommes également à la même hauteur de réclamer des réparations, comme le peuple allemand qui a également réparé les dommages et intérêts sur le peuple namibien. Merci André Blaise Sama, on va vous laisser jouir de la liberté. En attendant que je retourne, parce que c'est déjà payé. Oui, mon mandat est là-bas. J'ai mon mandat en prison.
Vous dites que vous retournez en prison? Je retournerai en prison, Serge Alain Autou. Je crois que le gouverneur a décidé d'inaugurer encore et d'aller avec le consul de France sous le monument du général Leclerc. Je crois que ce 11 novembre qui approche, je serai encore là-bas. Donc je n'ai que quelques semaines. Ok, merci d'être venu nous accorder cette exclusivité, on va le dire comme ça, on va accueillir... C'est moi qui remercie grandement Equinox et tous les téléspectateurs qui nous regardent, Martin Tadio, Daniel et Sissima, toute la diaspora. Voilà. Merci beaucoup. Merci André Blaise Samanche. On espère vous avoir avant le 11 novembre, une fois de plus sur ce plateau. Elie Tchema, oui. À travers l'acte d'hier, cette correspondance au directeur du port autonome de Douala, est-ce que Paul Biya a sauvé Bolloré? Est-ce que Paul Biya a sauvé Bolloré? C'est difficile à répondre. Tout simplement parce qu'il y a, par rapport à ce problème, une réalité juridique qui existe. Ça veut dire qu'après le poids du marché, Bolloré a quand même porté plainte. Oui. Alors, que le président de la République suspende, ce serait un non-événement si ce problème n'avait pas été publié dans les réseaux sociaux. C'est ce qui fait du Cameroun un pays particulier. En ce sens que si cette lettre qui est écrite par le président le même jour n'avait pas été publiée dans les réseaux sociaux, je crois que ce débat n'aurait pas la même ampleur. Oui. Donc, maintenant que ça a été publié, qu'est-ce qu'on fait? Mais écoutez, c'est pour ça que je parle d'un Cameroun tout à fait particulier, parce que si je me situe dans la logique de risque, lequel j'ai de l'expertise, nous nous trouvons au Cameroun aujourd'hui dans une situation proche d'une poudrière. C'est-à-dire que chaque étincelle est susceptible de créer dans ce pays un désordre social. Alors, comment se fait-il que, à la tête de l'État, une lettre qui est écrite se retrouve quelques minutes après dans les réseaux sociaux? Avec le sceau confidentiel très urgent. Vous l'avez bien lu. Alors, si l'on lit le contenu de la lettre, ça ne devrait poser aucun problème, puisque tout simplement, ça dit « Attendez que la justice fasse le point et on va continuer », ce qui est tout à fait raisonnable. Mais le fait que ça se retrouve sur les réseaux sociaux, avec l'ampleur et la situation sociale que nous avons aujourd'hui, parce qu'on a déjà polarisé la réalité camerounaise, ça veut dire que, quel que soit ce que je dis, même sur votre plateau, je suis susceptible d'être traduit par l'un ou l'autre d'une manière différente. Ce qui suppose que le fait d'avoir mis ça, vous allez voir que d'aucuns n'ont même pas lu. Mais le simple fait de savoir que c'est une histoire de Bolloré par rapport à la position qui existait avant, chacun prend sa position. Et du coup, vous avez une interprétation fallacieuse de part et d'autre. Alors, que le président ait fait ceci, si je regarde cela dans le prisme du risque que ça peut nous donner, que Bolloré revienne, ce qui est important pour le Cameroun, même si c'est une erreur, parce que face à une situation de terreur, je me situe toujours dans une position de résilience pour essayer de trouver comment m'en sortir. Alors, si ceci est fait et que Bolloré doit revenir, pour moi, ça suppose quand même que si on avait recruté un candidat qui nous a payé suffisamment de l'argent, Bolloré devrait d'abord payer tous les arriérés qui lui étaient dus avant que le problème ne se pose. Et en plus, il sera bien obligé aujourd'hui soit de payer au minimum ce que l'autre nous avait fourni, ou alors payer plus cher. Donc, vu sous cet angle, c'est une opportunité. Mais maintenant, si la lettre est écrite tout simplement pour sauver quelqu'un qui déjà est endetté dans les caisses de l'État et qui ne doit pas les payer, il se pose un problème. Donc, pour moi, tout simplement, je veux dire, si nous sommes ici à discuter de cela, il y a un problème de gouvernance au-delà de Bolloré. Oui. Le chef de l'État ne doit pas signer un papier qui, quelques minutes plus tard, se retrouve dans les réseaux sociaux. Et là-dessus, je crois que... C'est signé du secrétaire général. Qui aujourd'hui a quand même reçu le quitus d'ordre. Voilà. Qui a reçu de monsieur le président de la République. Voilà, qui a bien reçu le quitus du président de la République. Et ce qui se passe, surtout aujourd'hui, par rapport à l'environnement camerounais, c'est que
j'interpelle tout le monde. Parce que dans la situation où nous nous trouvons de tension, quel que soit le propos que nous tenons, quelles que soient les attitudes que nous tenons, ça peut aujourd'hui enflammer ou embraser tout le Cameroun. Okay. Par conséquent, j'estime que dans une situation pareille, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les hommes des médias que vous êtes, ou quelques personnes que ce soit, essayons, toute proportion gardée, d'avoir des propos qui calment plutôt que d'enflammer. Voilà, bienvenue Serge Aimé Bikoy. Merci bien Serge Alain, salut à tous les copanélistes. Jean Semé, que se passe-t-il au port autonome de Douala? Alors, il se passe qu'il y a une situation administrative qui est antagoniste à un contexte juridique. La situation administrative a commencé avec le lancement de l'appel à manifestation d'intérêt pour un nouveau concessionnaire au port de Douala-Bonabéry, qui a eu son aboutissement avec la désignation de TIL, un consortium italo-suisse pour remplacer le groupe Bolloré APMT Milas. Mais lorsque cette procédure administrative se déroulait, un des protagonistes de l'appel à la manifestation d'intérêt a estimé qu'il y avait des irrégularités. Et je tiens quand même à rappeler que la question porte encore sur la forme de l'appel à la manifestation d'intérêt et pas dans le fond. Non, parce que le panéliste tout à l'heure a évoqué les questions des offres et des contre-offres, mais je persiste et signe en disant qu'on est encore sur la procédure. Donc, il y a eu ce contentieux qui a été porté par Bolloré devant le tribunal administratif du littoral, qui a rendu une ordonnance et une décision de sursis à exécution de la procédure. Et je crois que Bolloré aussi a obtenu une ordonnance incidente qui balayait dans le revers de la main la première ordonnance. Et l'affaire aujourd'hui est pendante devant la Cour suprême. Mais il y a une autre plainte qui a été portée sur l'international devant la Chambre internationale de la Chambre internationale de commerce de Paris, toujours par Bolloré, qui estime effectivement qu'il y a eu un vice de forme et des irrégularités dans le processus. Donc il y a donc cet antagonisme entre une procédure administrative et une procédure judiciaire. Mais il faut quand même rappeler que dans la pratique judiciaire, il y a des mesures conservatoires qui sont parfois prises lorsque il y a une partie qui dénonce un contrat. Et dans le cas, le groupe Bolloré APMT a dénoncé la procédure qui a été engagée par le directeur général du port autonome de Douala. Et pour nous les juristes, il est tout à fait de droit de la part des autorités camerounaises de prendre cette mesure conservatoire en attendant que toutes les clarifications soient apportées sur le contentieux judiciaire. Donc je pense que c'est tout à fait légitime, au-delà de toute autre considération sur l'acte administratif et le timing, parce qu'il faut aussi questionner le timing. Et je crois qu'on aurait pu éviter que l'affaire soit portée devant le judiciaire et au moment où il y avait constat d'une irrégularité de forme, on aurait pu, les autorités camerounaises auraient pu déjà intervenir afin d'éviter toute cette cacophonie administrativo-judiciaire que l'on observe aujourd'hui. Mais je pense que c'était quand même une décision d'apaisement. Et quand on dit qu'il y a un lien entre la venue de Le Drian et cette décision, non, je ne pense pas. Le Drian n'est que la conséquence de ce qui a été décidé bien avant. Donc je pense que c'est du fil à aiguille que la rencontre de Lyon entre M. Biya et M. Macron a accouché à cette décision, au-delà de toute autre considération qui a trait aux offres qui ont été formulées par les différentes parties. Serge Aimé Bikoy, votre analyse sur ce qui se passe depuis dans ce dossier? Bien, l'analyse que je vais en faire vise davantage à mettre en corrélation le politique, l'économique et le judiciaire. Vous savez, on ne peut pas davantage focaliser l'attention sur l'analyse des éléments contextuels en focalisant seulement l'attention sur la procédure judiciaire dont faisait mention tout à l'heure Georges Semé, sur le plan administratif de même que sur le plan judiciaire. Mais il faut également tenir compte du contexte politique dans lequel cela a été justement noué, parce que on ne peut pas faire tabula rasa de ce que nous constatons aujourd'hui, notamment avec la venue de Jean-Yves Le Drian au Cameroun, même si certains ne veulent pas faire justement cette corrélation avec cet événement qui se précise véritablement. Mais moi je pense que, vous savez, lorsque l'on voit un ensemble d'éléments déterminés, ça nous permet aujourd'hui de questionner même le processus de ficellement d'un ensemble de marchés publics au Cameroun. Ça nous permet également de questionner l'ensemble des procédures qui sont davantage diligentées dans le sens justement de voir dans quelle mesure on peut procéder à la passation du tel marché ou bien de tel autre. Ça nous permet également de questionner aujourd'hui
quels sont les différents acteurs qui sont cachés derrière tout l'ensemble des lois. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui relève des éléments formels. Parce que lorsque vous avez relevé dès le départ la lettre qui a fuité sur les réseaux sociaux, il s'agit là justement d'un indicateur formel, mais qui nous permet davantage de débusquer les non-dits. Qu'est-ce qui se cache derrière cette lettre? Quelles sont les personnalités qui se cachent derrière cette lettre? Vous savez, lorsque l'on essaie un peu de voir l'historicité de l'affaire du port autonome de Douala, avec en toile de fond ces différents acteurs qui entrent en filigrane, Vincent Bolloré, du secrétaire général de la présidence de la République, entre autres, ça nous permet aujourd'hui de questionner même qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce qu'en réalité, si aujourd'hui les procédures judiciaires sont restées pendantes, c'est parce que l'on s'est davantage rendu compte qu'il y a un ensemble de lacunes, d'insuffisances ou bien de limites qui ont été davantage présentées. Auquel cas, les acteurs ou bien les protagonistes se sont décidés justement à attaquer cette procédure à la justice. Mais comment se fait-il que on se retrouve aujourd'hui avec une confrontation des correspondances qui sont diamétralement opposées? Et alors là, on s'interroge sur les non-dits d'une telle affaire. Parce qu'en réalité, il faut voir cela. Et lorsque ça se fait, avec la venue de Jean-Yves Le Drian, on ne peut pas carrément mettre sur le boisseau cet aspect en disant véritablement que oui, on ne peut pas mettre en lien étroit cet événement avec la venue de Jean-Yves Le Drian. Si aujourd'hui il y a une première visite, à savoir celle du président Paul Biya en France, prenons cet aspect, cet indicateur, ce déterminant, et mettons-le en corrélation avec ce que nous observons aujourd'hui. Oui, et ça nous permet davantage d'entrer dans le circuit de relations diplomatiques, ou bien les diplomatico-politiques, pour justement voir comment aujourd'hui on peut avoir une incidence sur ce qui se passe. Parce que moi, je voudrais davantage sociologiquement mettre en relation aujourd'hui l'influence des dynamiques du dehors sur les dynamiques du dedans, c'est-à-dire que mettre aujourd'hui en corrélation un ensemble d'éléments politiques qui influencent aujourd'hui le déterminant économique, à tel enseigne qu'aujourd'hui, on arrive à ce qui se passe aujourd'hui à travers le rebondissement concernant le litige Vincent Bolloré et le port autonome de Douala. Parce que c'est pour cela qu'il faut mettre en corrélation trois déterminants politiques, économiques et judiciaires. Voilà. Albert Natola ici, on se souvient que le 8 janvier 2019, le port autonome de Douala publiait les résultats de l'appel, l'appel public international à manifestation d'intérêt. C'est de là que tout part. Bolloré est tout de suite écarté. Parce qu'il y a 5 entreprises qui sont retenues. Il n'y a pas de Bolloré. Pourquoi? Non, je voudrais tout à l'heure, j'aimais à relever les non-dits de l'affaire. Et il est important d'abord de relever les non-dits de l'affaire. Parce que lorsque vous lisez la correspondance de M. Cyril Bolloré, moi je relève correspondant du 19 septembre à 2019 de la République. Oui. Et dans cette correspondance, j'ai relevé d'abord une omission volontaire et une contre-vérité. La première contre-vérité se situe au niveau de votre question, c'est-à-dire que où il prétend, M. Cyril Bolloré, qu'ils ont été écartés dans le processus, n'est-ce pas, de manifestation, de la manifestation d'intérêt dans l'optique, n'est-ce pas, de trouver un successeur justement au groupe APM Bolloré et consorts. J'ai eu, lorsque j'ai été informé de ce que nous aurons ce programme qui sera la thématique de la soirée, j'ai eu, en tant que journaliste, à appeler les actionnaires minoritaires, n'est-ce pas, des DIT, qui sont camerounais, c'est-à-dire, vous avez, je précise que vous avez la société ASA, vous avez 2M et vous avez SAPEM, qui il représente 10%, n'est-ce pas, des actifs du capital. Alors, il y a, parmi ces actionnaires majoritaires, il y a un qui m'a fait comprendre qu'en réalité, le groupe Bolloré a été informé bien avant par n'est-ce pas, la direction générale du port autonome de Douala de ce que justement il y avait un appel à manifestation d'intérêt dans l'optique justement de pouvoir ouvrir, n'est-ce pas, la succession du groupe Bolloré. Il y a eu une publicité dans ce sens. Mais sauf que, comme ça se passe très souvent dans la mafia, alors, n'est-ce pas, Bolloré a voulu contourner les actionnaires minoritaires que je viens de citer pour se positionner dans l'optique de la majorité, c'est-à-dire que le groupe APM
que vous connaissez, tel que vous savez. Donc, ça c'est le premier point. Donc, le fait que M. Siré relève qu'ils n'ont pas été informés de cet appel d'offres, il fait preuve de mauvaise foi. Ça c'est d'un. De deux, il y a une sorte d'omission volontaire. L'omission volontaire porte sur le fait que il ne dit pas qu'ils ont volontairement écarté justement ces actionnaires minoritaires. Ça, il faut le préciser. Parce il faut quand même préciser qu'à un moment donné, ils ont utilisé le logo de DIT dans l'optique justement dans leur entreprise justement. Lorsque la guerre des correspondants a commencé, ils ont continué à utiliser le logo du DIT. Maintenant, il faut également relever que la correspondance qui fait les choux gras ou qui fait le buzz dans les réseaux sociaux n'est pas la seule. Parce que avant cette correspondance présidentielle, ou du moins ce qui sort de la présidence de la République, il y a celle, je crois, du 31 juillet 2019. Oui. Dans cette correspondance du 31 juillet 2019, le secrétaire général de la présidence de la République prescrivait au directeur général du port autonome de Douala d'accélérer le processus, justement, le processus justement d'appel d'offres, justement, ce qui a été fait. Et dans la même correspondance, il indiquait, il prescrivait au directeur général du port autonome de Douala de recouvrer les 24 milliards de droits de pénalités de stationnement recouvrés et non reversés au trésor public par le DIT, et devait également à ce que il devait également état des mêmes droits qui partent de 2016 à 2019. Ça, c'est un point que M. Siré Boulot devait également évoquer. Quoi qu'il en soit, je relève quand même des curiosités, puisqu'on nous parle de correspondance présidentielle. Vous voyez donc qu'il y a une correspondance qui dit une chose, qui prescrit l'accélération du processus au niveau de la sélection, n'est-ce pas, des prétendants à la gestion du terminal conteneur. Vous avez la correspondance, je crois, d'hier, d'avant-hier, qui prescrit autre chose, c'est-à-dire qui prescrit au directeur général du port autonome de Douala de suspendre, n'est-ce pas, ce processus. Ça pose donc un problème. C'est le temps que, entre temps, il y a eu un certain nombre d'actes qui ont été posés, je ne sais pas d'actes administratifs, qui ont été posés d'un côté par TIL, de l'autre côté par le port autonome de Douala, pour accélérer, n'est-ce pas, ce processus. Dans la foulée, il y a les responsables du groupe Bolloré qui informent la presse de ce qu'il y a un protocole d'accord entre le port autonome de Douala et le groupe Bolloré qui prescrivait une prorogation, n'est-ce pas, de l'exploitation du terminal conteneur par le DIT de 3 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2023. Oui. Donc je pense que là, parlant dans des non-dits, il y a un problème. Parce qu'officiellement, nous savons que, n'est-ce pas, la concession, j'allais dire la gestion de la concession du terminal à conteneur par le groupe DIT, par DIT autant pour moi, court jusqu'à décembre 2019 si je ne me trompe. Donc je pense que, tout compte fait, il y a beaucoup de curiosité dans cette affaire. Parce qu'une affaire, j'allais dire, qui a des intérêts économiques, qui maintenant s'inscrit dans le sillage diplomatico-politique et le sillage judiciaire, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Et Luthieman, vous parlez tout à l'heure d'un problème dans le système même. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de transparence dans la gestion de ces affaires, des marchés? Un autre problème. Vous le dites. Cette présence du secrétaire général de la présidence, qui, à ma connaissance, n'est pas membre du conseil d'administration, ni membre statutaire, encore moins la tutelle du port autonome de Douala. Comment le secrétaire général de la présidence en vient à être aussi omniprésent? Mais vous touchez là du doigt, Serge Alain, la réalité et la particularité de notre pays, qui est un pays à part. En ce sens que, vous parliez tout à l'heure, il s'agit d'un marché pour lequel il y a eu appel à manifestation. Oui. Il y a eu appel d'offres et qui respectent des procédures, même qui sont légiférées. Alors, d'où vient-il donc? Il y a une époque ici, on a montré dans tous les médias
les responsables du port autonome qui travaillaient corps et âme pour choisir le meilleur. Alors, ça me paraît quand même aberrant. À la fin, quand des gens ont travaillé en respectant les procédures, en faisant tout, en se battant par tous les moyens pour obtenir le meilleur candidat possible, Oui. et qu'aujourd'hui nous nous trouvons plutôt dans des suspicions, tout simplement parce que c'est ainsi que fonctionne notre État. Je suis convaincu que ceux qui étaient au port dans un appel d'offres et qui avaient le souci du choix se sont battus pour la nation, c'est-à-dire qu'on y trouve un gain, puisqu'à cette époque, le chiffre énoncé par le candidat qui était choisi prouvait bien qu'il apportait plus pour les fiscs du Cameroun que Bolloré. Maintenant, il proposait, je vous coupe pas, 357 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun sur 15 ans. Voilà. Maintenant, que des gens, comme ça se passe chez nous, ceux qui ont fait leur travail pour la sélection l'ont peut-être bien fait. Maintenant, qu'il y ait des gens, parce qu'on a parlé tout à l'heure de non-dits, comme ça se fait chez nous, qu'il y ait des gens qui vont plus tard, excusez-moi le terme, y trouver leur compte, ça relève là de notre fonctionnement. En ce sens que, moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut épiloguer sous tout ce qu'il y a en dessous, sous tout ce qu'il y a au travers, mais la discussion de ce soir, vous avez dit la lettre de suspension. Et je dis cette lettre avait sa place parce que c'est un problème juridique qui est en cours. Il vaut mieux ne pas, il vaut mieux attendre la décision finale avant de savoir où on va. Maintenant, comme vous le dites, on sait bien que chez nous, on évite de parler de gouvernance. J'ai entendu tout à l'heure, on a dit, comment se fait-il que pour le port autonome, c'est la présidence qui doit écrire? Notre port, c'est quand même une situation qui dépend directement de la présidence, de par ce que ça représente. Or, moi je dirais tout simplement ici que notre gouvernance pose problème. Et je reviendrai là-dessus parce que je pense que si cette lettre que vous venez de lire, tout le monde la lit très bien, on n'a pas de droit au débat. Mais c'est tout simplement parce qu'on est dans un environnement politique aujourd'hui où je dis tout ce que les uns peuvent faire de très bien sera toujours mal interprété parce que notre système a toujours mal fonctionné. Albert Natola ici, vous voulez ajouter quelque chose? Non, tout à l'heure, j'ai pas de curiosité si j'allais autour. Et il est quand même curieux que vous avez deux correspondances qui proviennent de la même autorité et qui disent exactement différentes choses qui proviennent de la même autorité, qui proviennent à la même personne, qui disent exactement, qui disent différemment, qui disent pas la même chose. Je demande d'accélérer. Non, oui, la seconde de suspendre. Ça veut dire c'est pas cohérent. Non, c'est pas cohérent du tout. Parce que sur la base de quoi, est-ce qu'il n'avait pas ces informations avant en demandant l'accélération du processus? Est-ce qu'il y avait déjà la justice avant? Je comprends. Est-ce qu'il y avait déjà la justice avant? Je crois pas. Est-ce qu'il n'avait pas la justice a été la lettre, la correspondance que j'ai évoquée date, je crois, du 31 juin 2019 pour l'accélération. Pour l'accélération du processus. Oui. Et il me semble que les conflits, j'avais dit la bataille judiciaire, était annoncée bien auparavant. Je crois. Donc je pense que moi, ça me pose un problème de cohérence. Un problème de cohérence au niveau de l'action du gouvernement et davantage au niveau de la plus haute autorité de l'État. Jean Sémé, je crois quand même que le nouvel opérateur proposait un certain nombre, il y a un certain nombre d'avantages. On dit qu'il proposait de payer 357 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun sur 15 ans pour s'octroyer ce marché, soit 62 milliards de francs et donc un avantage de revenus de plus de 576%, contrairement à ce que Bolloré et les autres donnaient. Alors vous me posez voilà une pourquoi question, Elie Tchepman disait qu'il y a quand même le nouvel opérateur. Voilà. Vous me posez une question. Il a été choisi sur la base d'un certain nombre d'éléments. Remettre tout ça en cause aujourd'hui. Vous me posez une question pertinente, mais là on est déjà dans le fond de l'affaire. Oui. Et
lorsqu'on observe la correspondance du ministre d'État, secrétaire général, président la correspondance du 23 ou bien celle du... La toute dernière qui date du 23, de quelques jours, on est encore sur la forme. Mais je ne nie pas quand même que l'offre du consortium Italo-Suisse était plus alléchante que celle que nous offre jusqu'aujourd'hui Bolloré. Mais ça ne veut pas également dire que Bolloré n'a pas apporté de la plus-value avec ses investissements, avec de l'emploi au port autonome de Douala. Mais le port autonome de Douala est, depuis 2017, je crois, engagé dans un processus de modernisation et de réhabilitation de son espace portuaire face à la perte de vitesse du port de Douala et face à la concurrence que l'on observe du côté de l'Afrique de l'Ouest et d'autres ports d'Afrique centrale. Donc, on avait besoin d'autres acteurs avec de meilleures offres. C'est la raison pour laquelle, certainement, la présidence de la République a donné des instructions pour que ce processus soit entamé et accéléré. Je ne trouve pas d'incongruité, parce que pour tout bon juriste qui se respecte, lorsqu'il y a une procédure judiciaire, on prend des mesures conservatoires sur une situation préalable. Et c'est ce que la correspondance de M. Ngongo a fait. Et au-delà de toute polémique, je pense que cette correspondance ne dénonce pas le processus en cours. Ça le maîtrise, ça le neutralise, ça le suspend. Oui. Et ça ne réhabilite pas également Bolloré. Oui. Donc je pense que ça emportera deux conséquences. Soit la justice va prononcer un arrêt en faveur de Bolloré et on va reprendre tout le processus, soit on va infirmer les intentions de Bolloré et le processus de conclusion des termes du contrat sera relancé et poursuivi. Donc, on est dans une situation de statu quo et moi je pense qu'on est sur le plan formel en attendant que la question soit évoquée ou alors analysée en justice dans le fond. Sans jamais Bikoya, Bolloré s'appuie sur le fait d'avoir été écarté dès le départ. Pour lui, c'est ça le problème. Oui, ça c'est l'argument. Il parlait justement des traitements injustes dans la correspondance que Cyril Bolloré adresse au président de la République le 19 septembre. Il demande l'arbitrage du chef de l'État. Oui, ça c'est l'argument. Bolloré n'a pas été retenu parmi les 5. C'est l'argument qui est présenté de manière officielle. Mais maintenant encore faut-il chercher à savoir pourquoi il faut, du moins justement ça c'est son argument, mais maintenant, ça c'est sa version des faits, mais maintenant est-ce que dans le circuit de l'environnement interne de ce marché-là, on peut davantage avoir justement la version des autres acteurs permettant aujourd'hui de savoir pourquoi il a justement été écarté. Parce qu'en réalité, lorsque vous voyez comment sont présentées les procédures des marchés publics, il n'y a pas toujours une traçabilité ou une certaine lisibilité dans les différentes transactions qui sont justement faites. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut davantage estimer que tel a été victime d'une discrimination négative dans ce sens. Mais moi, je pense que il y a là, de façon globale, un problème de gouvernance qui se pose avec la côté. Parce qu'en réalité, s'il n'y a pas un ensemble de mécanismes systématiques nous permettant davantage de savoir quels sont les tenants et les aboutissants relatifs à un marché déterminé, ça va toujours poser un problème. On sera toujours en train de présenter soit des conjectures, soit des hypothèses, pour voir dans quelle mesure on peut justement réfléchir dans ce sens. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a anguille sous roche, parce qu'en réalité, il y a des éléments formels qui se présentent. Premièrement, il y a une correspondance du 23 juillet qui est en contradiction systématique avec la correspondance du 31 juillet, je dis, oui, en contradiction systématique avec celle du 23 octobre. Et là, ça nous permet justement de savoir pourquoi il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche, parce qu'en réalité, le déterminant judiciaire, c'est que aujourd'hui les procédures sont toujours pendantes, aussi bien à l'interne qu'à l'international, c'est-à-dire qu'au Cameroun et en France. Et c'est tout à fait normal. C'est pour cela qu'il faut suspendre le pouvoir pour y voir clair. Oui. Mais maintenant, au-delà de cela, on ne peut pas quand même passer outre également d'autres aspects qui nous permettent davantage aujourd'hui de questionner ce qui se passe en réalité. Parce que ça rentre là dans les transactions qui se passent entre l'interne et l'international, entre les différents acteurs qui interviennent ici en aval, de même que ceux qui interviennent en amont. Et c'est là où on se rend davantage compte qu'aujourd'hui, lorsque l'on voit par exemple l'hypercentralité ou bien l'hypercentralisation de ces procédures-là, c'est le SGPR qui réagit. Ça nous permet aujourd'hui de savoir, est-ce qu'il n'y a pas des lobbies en toile de fond qui permettent aujourd'hui de travailler à ce que l'on puisse davantage. Oui, ce sont des éléments qu'il faut questionner. Oui. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a anguille sous roche, il faut davantage chercher à savoir est-ce qu'aujourd'hui les uns et les autres ne peuvent pas davantage permettre
de pouvoir noter un ensemble de réseaux pour permettre... La lettre ne dénonce pas. La lettre ne dénonce pas le... Oui, j'en sais même. La lettre ne dénonce pas le processus qui a été enclenché. Elle prend juste une mesure conservatoire en attendant que la justice ne se prononce. Sans doute. Si on fait cet amalgame entre soit un interventionnisme du secrétaire général dans le processus, je crois qu'on va se perdre. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec... Je suis pas tout à fait d'accord avec... Monsieur Cyril Bolloré, parce que je parle sur le contenu des juristes. Vous êtes toujours sur la lettre du... Oui, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'incongruités. Je dis il y a beaucoup de missions volontaires dans cette correspondance. Et c'est fait exprès. Et il y a ce qu'on appelle le droit de préemption. Ça veut dire que si vous voulez, si j'ai envie de pouvoir vendre un article, c'est lui qui le gère, qui a la priorité. Et le groupe Bolloré ne peut donc pas prétendre n'avoir pas été informé de ce qu'il y avait un appel d'offres pour autonome de droit. Ça, c'est impossible. Ok. C'est la justice de le prouver, bien évidemment. Vous voyez, ce débat montre bien qu'on cherche le sexe de la fourmi. En ce sens que quoi? Regardez, Bolloré n'est pas encore condamné. Ou bien que l'autre. On n'a pas encore jugé et on n'a pas encore dit que Bolloré serait revenu dans... Il se pourrait qu'à la fin du parcours, Bolloré est perdu. Ça veut donc dire que toute discussion ici aura été du temps perdu. Mais je crois tout simplement qu'il y a une chose. L'essentiel que nous devions regarder dans cette histoire, au-delà de notre système de fonctionnement qui pousse à la suspicion, c'est de savoir est-ce que le marché a été correctement régulièrement attribué. Merci. On revient après le journal de Nadine Yambou. Bonsoir Nadine. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir, Nadine Yambou, comme tous les vendredis? Bonsoir Serge Alaotou et bonsoir également à vos invités. Ce soir, nous parlerons de l'apport financier de la France dans la guerre contre Boko Haram. En visite dans la région de l'extrême nord, Jean-Yves Le Drian annonce un déblocage de 30 milliards de francs CFA pour la reconstruction et la stabilisation de cette région meurtrie par les affres de ce groupe terroriste. Et nous irons également du côté des Bonnets, dans le département du Mungo, quelques jours après la violente agression du proviseur. Des bandes armées continuent de s'aimer la terreur dans cette partie. Hier encore, des malfrats ont cambriolé la mairie et sont repartis avec une somme de plus de 3 millions de francs CFA. Et toujours dans ce chapitre, la menace sécuritaire demeure également préoccupante dans la région de l'Est Cameroun en vue de pallier à ce phénomène qui sème la panique. Le ministre Paul Atangandi a tenu hier une réunion de sécurité avec les forces vives et autorités administratives. Nous irons également du côté de Saint-Mélima, dans la région du Sud. 2 semaines après les émeutes, nous ferons un gros plan sur l'activité de moto-taxi qui a le vent en poupe dans cette partie du pays. Ils sont nombreux, ces jeunes nantis d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui exercent ce métier à cause du chômage et du sous-emploi. C'est Jeanne Autou. Voilà, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite dans 20h que va présenter pour vous Nadine Yambou. 8h qu'a effectué Jean-Yves Le Drian au Cameroun. Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce sera donc l'essentiel d'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous Nadine Yambou et bon week-end. Bonne soirée à vous Serge Alaotou, meilleur à vous également. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Elie Chebma, Serge Mebikoy, Georges Semé et Albert Anatole Haïssi. Elie Chebma, je commence avec vous. Jean-Yves Le Drian est arrivé au Cameroun, il a passé 48 heures, beaucoup de choses se sont dites. Vous, qu'est-ce qui aura retenu votre attention, sa visite? Ce serait difficile à dire, Serge Alain, parce que ça se trouve dans un contexte assez tumultueux. Voilà. Et je peux tout simplement dire que ça me permet d'interpréter la réalité politique camerounaise. Monsieur Yves Le Drian a eu à rencontrer le chef de l'État, a rencontré tous
tous les autres responsables politiques. Alors, c'est tout ce que je peux retenir puisque c'est ce qui s'est montré en image et puis sa descente sur le pont. Alors, du reste, il me sera difficile de donner une appréciation de son parcours puisque jusqu'à présent, on n'a pas encore l'essentiel de tout ce qui a été dit ou bien tout ce qui a été fait puisque, vous le savez bien, à l'heure actuelle, tout ce qui nous tient, nous, Camerounais, c'est la situation dans le Nozo et la difficulté que vivent les Camerounais. Donc, son passage, oui, mais qu'est-ce qu'on en tire? Voilà, qu'est-ce qu'on en tire justement? Il a terminé sa visite par le septentrion. On annonce un déblocage de 30 milliards. Jean Sémé. Oui, je peux me vanter d'avoir assuré la couverture médiatique de l'étape de la visite de Jean-Yves Le Drian à Douala, où il a rencontré des jeunes start-upers qui sont engagés dans l'innovation numérique. Il a également visité, il n'a pas inauguré, il a visité l'infrastructure du deuxième pont sur le Wouri et il a rencontré le secteur privé au JICAM. En tant que journaliste, ça m'a donné de la matière, mais en tant que Camerounais, je pense que j'ai tiré quelques bons points de cette visite parce que vous l'avez évoqué, il a accordé une enveloppe substantielle de 45 millions d'euros qui équivaut à près de 30 milliards de francs CFA en faveur de l'extrême nord dans la lutte contre les inondations. Et vous savez que récemment, cette partie du territoire camerounais a encore été frappée par les inondations. Il a donc alloué cette enveloppe, une partie de cette enveloppe en faveur de la lutte contre ces inondations, mais également, il a une partie de cette enveloppe ira également dans la lutte contre Boko Haram. Mais au-delà de cela, lors de son étape parmi les secteurs privés, au JICAM, où il a rencontré des opérateurs économiques français et camerounais, il a fait un autre engagement qui rentre cette fois-ci dans le cadre de l'application, de la mise en œuvre du contrat des endettements développement entre la France et le Cameroun, où il a également octroyé une importante enveloppe de 62 millions d'euros. Je crois que ça va dans les 41 milliards de francs CFA. Donc, pour le Camerounais que je suis satisfait que le Cameroun reçoive ce type d'aide pour non seulement renforcer l'intégration nationale, mais lutter contre certaines catastrophes naturelles. Et lorsqu'il prenait parole pour la première fois au JICAM, il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit: je suis venu au Cameroun relancer le partenariat entre la France et le Cameroun sur instruction du président Macron. Et il a ajouté que ce n'est pas parce que ces relations étaient difficiles, mais les relations quand même entre la France et le Cameroun sont des relations difficiles. Il faut le reconnaître d'abord sur le plan politique. Certains, et je partage ce point de vue, certains trouvent qu'il y a encore cette relation extrêmement paternaliste entre la France et le Cameroun, et je crois qu'il est quand même temps que ça cesse un tout petit peu. Et je partage effectivement le fait que sur le plan économique, la France a perdu de la vitesse au Cameroun parce que il n'est plus le premier fournisseur multilatéral du Cameroun, c'est désormais la Chine, mais il reste quand même le premier partenaire économique en matière d'aide bilatérale. Donc je pense que cette relation mérite d'être questionnée et il a promis de faire davantage. Et n'oublions pas que cette visite a coïncidé avec le sommet russo-africain où était attendu le président de la République, mais il a préféré rester au Cameroun, recevoir le ministre des Affaires étrangères français. Donc c'était un choix qu'il a fait et je pense que ce choix n'est pas à regretter puisqu'il y a quand même des retombées qui sont issues de cet tête-à-tête qu'il a eu avec d'abord le président Macron, avec Jean-Yves Le Drian, mais ensuite à travers les différentes missions que Jean-Yves Le Drian a eu à faire, que ce soit à Douala ou alors du côté de l'extrême nord et bien évidemment à Yaoundé où il a rencontré un certain nombre d'acteurs politiques de notre pays. Albert Natola, ici, on parle de retombées, 30 milliards, Jean-Yves Le Drian, mais vous insistez sur la contrepartie. Tout à fait, vous savez que la France nous a habitués à donner de la main droite et pour reprendre de la main gauche. Alors c'est quoi la contrepartie? La concession au groupe de la conteneur. Comment? Pourquoi vous faites le rapprochement comme ça? Ou alors, comme à leur habitude, l'exploitation abusive et sans contrepartie de nos ressources naturelles. Je voudrais comprendre quelle est la contrepartie. Parce que, monsieur Le Drian, je parle de la Vous parlez de maintien de Bolloré? Je parle d'une manière générale. Parce que cette coopération assez bizarre entre le Cameroun et la France ne nous a rien apporté du tout. Lorsque vous faites l'inventaire
de mon point de vue, lorsque vous faites l'inventaire de cette coopération, j'ai le sentiment qu'elle est déséquilibrée. Elle est déséquilibrée, bien évidemment, au profit de la France. Donc je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas me satisfaire de l'aumône que nous accorde, n'est-ce pas, Paris à Yaoundé, du tout. Parce que je pense que le Cameroun ou les pays africains ont besoin, n'est-ce pas, d'être dignes, d'être indépendants, parce qu'il faut aller dans une relation décomplexée, une relation qui n'a pas de condescendance, qui n'a pas de mépris, qui n'a pas d'arrogance. Il me semble que cette coopération, du moins du côté français, est empreinte, n'est-ce pas, d'arrogance et de condescendance. Ceci étant dit, ce qui m'aurait également marqué, c'est beaucoup plus le discours, ou si tu veux, l'allocution du président du GICAN, qui a demandé qu'il y ait une refondation, n'est-ce pas, des accords de coopération entre le Cameroun et la France. Je pense qu'il s'agit, et ce n'est pas un terme anodin. L'autre image qui m'aurait certainement marqué, c'est cette grand-messe entre, on dirait, des élèves devant leurs enseignants. Du côté de Yaoundé, je parle des partis politiques ou leurs leaders. Donc ça veut donc dire que nous sommes justement encore dans ces relations qui me déplaient, c'est-à-dire ces relations de condescendance où nous sommes encore, où la France a encore tous ses droits au Cameroun, qui est considéré comme étant toujours une colonie. Pour moi, ça me pose un problème. Serge Vicor, justement, est-ce que vous avez un problème avec cette rencontre du 23, je crois bien, hein, le 23, entre Le Drian, on le voit à côté de lui, l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur de France au Cameroun, et en face, certains leaders des partis politiques. Parce que ça fait débat. Oui, sur le plan politique, il faut davantage constater que nous sommes là dans la perpétuation du mythe du colon. Et là, ça pose un problème. C'est pour cela qu'il faut davantage regretter qu'on pérennise une idéologie que nous décrions, notamment dans les différentes discussions que nous avons. Qu'est-ce qui dérange? C'est parce que c'est un ministre. Si ça avait été Macron, c'est bonnet, blanc, bonnet. On reste toujours là dans la relation entre le Camerounais et l'étranger, entre l'Africain et l'étranger. Or, en réalité, on doit justement opter pour la déconnexion du Camerounais vis-à-vis de l'étranger. C'est pour cela que, vous savez, lorsque l'on voit ce type de relation, on reste toujours dans le cycle des relations partenariales, tel que le relevait tout à l'heure M. Aïssi, parce que l'on se rend davantage compte qu'on ne veut pas véritablement sortir du complexe, du mythe du colon. Il y a donc un problème de fond. Nous sommes aujourd'hui à l'ère des relations où on veut davantage opter pour l'indépendance, même si ça reste encore... Donc vous donnez raison à Célestin Diamène. Là, oui, c'est une problématique. Parce que Célestin Diamène a fait une sortie à propos. Hein. Oui, c'est une problématique que nous intégrons notamment dans nos différentes réflexions. Parce qu'il faut relever que à la base, si on veut véritablement rester indépendant, il faut véritablement rompre avec un ensemble de relations systématiques qui nous permettent aujourd'hui de constater qu'il y a une certaine autonomie du Camerounais par rapport à l'évolution des affaires de la République. Mais d'aucuns vont davantage estimer que dans le cycle des relations internationales, on ne peut pas faire tabula rasa d'un ensemble de contraintes déterminées. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas véritablement que l'on continue à fonctionner de telle façon, parce qu'on risquera davantage de succomber à la pérennisation d'un ensemble de rapports qui vise davantage à créer toujours cette supériorité de l'être extérieur sur l'être inférieur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a un problème déterminé. Moi, je pense qu'en réalité, il faudrait davantage travailler à ce qui est un ensemble de dynamique, de partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on ne veut pas véritablement qu'il y ait justement cette prédominance de l'homme blanc sur l'être noir. Parce qu'on est toujours là dans le complexe qui nous anime de façon déterminée. Parce que, vous savez, lorsque l'on voit ces différentes relations, vous voyez un ministre des Affaires étrangères qui vient justement rassembler des représentants des partis politiques, quelle image que l'on peut davantage se projeter? On voit justement celui qui est assis là en rapport avec un ensemble de leaders déterminés. Moi, je pense que à ce niveau, c'est pour ça qu'il faut toujours questionner les rapports entre
les Camerounais, les étrangers, les rapports entre les Africains et les puissances étrangères. Pourquoi ne sombre pas toujours dans le complexe de la mythification et de la mystification de l'être blanc? Effectivement. On va essayer. Jean-Yves Le Drian est reçu par Paul Biya le 23. C'est bien cela? La lettre de Ngongo, Ferdinand Ngongo, on dit bien Yaoundé le 23 octobre 2019. Elle est signée. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Mais bizarrement, c'est après le départ de Jean-Yves Le Drian que vous avez évoqué les réseaux sociaux, que nous sommes au courant. Serge Alain. Oui. Permettez-moi, avant de revenir à ce problème que vous posez, de revenir sur ce qu'a dit le copernaliste tout à l'heure par rapport aux dons donnés par M. Yves Le Drian. Les 30 milliards. Je ne sais plus, il y avait 30 milliards, il y en avait encore oui, ça plus. fait 71 milliards. 71 en tout. milliards. On constate Qu'il a bien laissé que au Cameroun. 60 ans après, on nous aide. Il faut apprendre à pêcher et pas donner du poisson, je pense. Si après 60 ans, on nous aide, c'est nous perpétuer à l'attente. Ceci a été toujours si bien fait que si vous le constatez bien, nos réactions par rapport à nos incendies, à tout ce qui nous arrive chez nous face aux catastrophes, c'est de courir pour donner des dons. Ce qui nous habitue au quotidien à attendre. Parce qu'on a parlé tout à l'heure des catastrophes dans le Nord. Pardon, mais regardons tout ce qui se passe en France quand il s'agit des catastrophes. Tout est organisé. Les assurances ont été mises en branle avant. Soit c'est décrété catastrophe naturelle pour qu'on puisse subventionner ou que les choses se passent bien. Sommes-nous donc en train de partir vers un siècle d'attente pour qu'on vienne nous aider tout le temps? C'est la question que j'allais me poser par rapport à l'acte de M. Le Drian. Mais maintenant, pour revenir à ce que vous dites, je suis... Est-ce que vous m'avez bien saisi? Non, oui, je reviens à ce que vous avez dit par rapport à la date du 23. Non, vous avez suivi jusqu'au bout? Oui, pour parler des réseaux sociaux. Oui. Oui. Après le départ de Le Drian. Je peux reprendre? Oui. Ok. Je dis, le président reçoit Yves Le Drian, Jean-Yves Le Drian, le 23 octobre. Oui. La lettre du secrétaire général au directeur du port autonome, datée du 23 octobre, au même jour. Mais c'est le 24 octobre que vous et moi, nous sommes au courant. C'est-à-dire que les réseaux sociaux font leur travail. On commence à s'y habituer. Et ce, après le départ de Jean-Yves Le Drian, par rapport au port autonome de Douala. Non, quand vous dites, c'est le 24. C'était hier, non? C'est hier que nous avons eu ça. Vous avez eu ça le 23? Déjà la nuit du 23. Voilà, ok. Donc, je serais tenté de dire que c'est un concours de circonstances pour ne pas caricaturer le fait que M. Yves Le Drian soit là. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui est étonnant, Oui. c'est que dans un pays, la lettre signée par le chef de l'État soit avant 24 heures sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut interpréter à sa manière, vous avez tout à fait raison. On peut tout simplement insinuer que le patron est venu donner l'ordre, il est parti et on a agi tel que c'était prévu. Mais est-ce que c'est cela? Moi je crois que non. Si je mets les faits tels qu'ils sont, et après les explications qu'on a discutées sur l'histoire de Bolloré, moi j'ai dit le contenu de la lettre pour moi, au regard des faits, est tout à fait normal. Pourquoi attendre que Le Drian soit au Cameroun? Je vous pose la question. C'est devenu anormal une fois que Le Drian a mis ses pieds au Cameroun? Non, ce n'est pas attendre. Je dis que c'est un concours de circonstances avec la Un concours de présence. circonstances. Voilà, je mets ça dans un concours de circonstances. Sinon, ce serait juger des faits qui... pour moi, c'est tout simplement parce qu'il y a une réalité juridique qui est en place. Cette lettre aurait pu venir 2 jours avant. Elle n'est pas venue avant. Elle n'est pas venue avant. Bon, mettons sous le coup du hasard. Ah bon? Pas plus. Serge ou bien Georges Semé. Bien, je crois que je vais rejoindre mon copanéliste qui pense que c'est un concours de circonstances parce qu'on ne peut pas imaginer de façon
politiquement que c'est lorsqu'il rencontrait le monsieur Le Drian, lorsqu'il rencontrait le président de la République, a intimé l'ordre au président de faire signer cette mesure par le secrétaire général de la présidence. Non, je crois pas. C'est effectivement un concours de circonstances. Mais j'avoue quand même que il y a quand même une relation de fil à aiguille entre le tête-à-tête de Lyon et cette décision. Je crois que beaucoup de choses sont dites. Voilà, beaucoup de choses sont dites là-bas et ce n'est pas le Drian qui est venu. Oui, ce n'est pas le Drian. Il y a quand même un lien. Il y a un lien. Il y a un lien. Avec Macron. Il y a un lien avec Macron parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, dans ses propos au GICAM, il a dit que c'est sur instruction de Macron qu'il est arrivé au Cameroun pour relancer la coopération entre la France et le Cameroun. Et il a précisé que ces relations n'étaient pas difficiles, mais je sais tout à fait que c'était des relations un tout petit peu compliquées. Il fallait qu'on les relance face à la toute-puissance des autres pays qui sont plus investis dans certains domaines au Cameroun aujourd'hui. Donc, je crois que c'est tout simplement un concours de circonstances. Concours de circonstances semble dire Elitchema et Georges Sémé. Vous dites... Albert Natola ici, le courrier, Cyril Bolloré, il saisit le président le 19 septembre. Mais c'est bizarrement le 23 octobre que... Oui, il a fallu du temps, il y a plus de mois, pour constater que... Vous avez omis dans votre... Pendant que M. Le Drian est au Cameroun, il y a un bâtiment militaire français qui est du côté du port de Kribi. Ça aussi, c'est une curiosité. Donc, allez comprendre pourquoi il y a une multiplicité de curiosités. Mais Bicol, vous ne semblez pas être d'accord. Non, pourquoi? Au contraire. C'est pour cela que... dans le même sens que oui, c'est pour cela que je vous ai relevé dès le départ, à l'entame de cette émission, que... Vous parlez beaucoup de non-dits. Oui, des non-dits qui relèvent maintenant d'un ensemble de déterminants qui sont aussi bien internes qu'internationaux. C'est-à-dire que nous sommes là, lorsqu'on relève aujourd'hui la rencontre entre le président de la République et le président de la République française à Lyon, lorsqu'on relève également la rencontre entre Jean-Yves Le Drian et les différents acteurs, aussi bien politiques qu'économiques, on est là dans la corrélation entre les dynamiques du dehors et les dynamiques du dedans, qui nous permettent aujourd'hui de sonder un ensemble d'indicateurs, qui nous permettent aujourd'hui de faire transparaître un ensemble d'éléments. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a un ensemble de curiosités que l'on peut davantage mettre en parallèle, qui nous permettent aujourd'hui de constater véritablement qu'aujourd'hui, il y a un ensemble d'éléments sur lesquels nous avons davantage mis l'accent, qui nous permettent davantage de constater la confrontation d'un ensemble de procédures ou bien des correspondances qui transparaissent par rapport à la suspension de la prestation du marché dont on a parlé tout au long de cette émission. Et lorsque l'on met en confrontation ces différents éléments-là, on se verra davantage qu'aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de se focaliser sur les éléments formels qui relèvent de l'officiel, mais il faut également parler d'un ensemble d'éléments officieux qui rentrent dans les non-dits, c'est-à-dire dans des éléments latents qu'il faut davantage sonder en interrogeant les acteurs, en interrogeant un ensemble de relations entre les différents partenaires et en sondant également un ensemble de relations entre des pays, entre des États. Parce qu'il faut relever que les relations entre les États ne sont pas seulement focalisées sur des relations entre eux. Il n'y a pas seulement ce ne sont pas des relations essentiellement focalisées sur l'amicalité, mais il y a également des jeux d'intérêt et des enjeux de positionnement d'un ensemble d'acteurs par rapport à tout ce qui se passe aussi bien à l'interne qu'à l'international. Il faut donc sonder tous ces indicateurs-là et comprendre pourquoi justement il y a un ensemble d'enjeux politiques, économiques et géostratégiques. Aujourd'hui, nous sommes le 25 octobre. Elitchema, est-ce que vous comprenez pourquoi le président Biya n'était pas à Sochi? Ça, n'étant pas politicien, Serge Alain, oui, j'ai du mal à comprendre. Je suis technocrate, mais vous savez, les politiciens ont d'autres choix que la technocratie. oui. Donc, moi, je ne peux pas dire pourquoi exactement il n'était pas là, mais tout me laisse penser que pour avoir été gentiment reçu par M. Macron il n'y a pas longtemps, il était tout à fait nécessaire qu'il rende la politesse. C'est ce que je me dis. Puisque son calendrier et l'autre calendrier étaient prévus avant. Depuis mars. Depuis mars. Mais je ne suis pas convaincu. Il a reçu l'invitation en mars. En mars. Mais seulement, je ne suis pas convaincu que dans son calendrier, c'était prévu la rencontre avec Macron. Ce qui fait que cette rencontre, avec tout ce qu'ils ont pu se dire, a éventuellement pu inverser la situation. Et il s'est vu obligé de recevoir Le Drian en envoyant un représentant à Sochi. Cela dit,
au-delà de tout ce qu'on peut discuter et de l'environnement international et de tout ce que nous vivons aujourd'hui, Alain, la notion de gouvernance, qu'elle soit internationale, qu'elle soit camerounaise, se veut obligatoire. Pour une simple raison. Mon compagnonniste a dit tout à l'heure que le Drian a précisé qu'il venait pour relancer la coopération. Ça veut donc dire que la gouvernance de la France par rapport au Cameroun pendant des années a fléchi. Si aujourd'hui ils veulent le relancer, c'est qu'il faut revoir la manière de gouverner, puisqu'ils ont perdu pour ne nous avoir pas donné suffisamment. Ils en ont perdu. Et ça me permet de revenir au Cameroun en disant que lorsqu'on parle du problème Bolloré, on doit être obligé de se rendre à l'évidence que la centralisation du pouvoir nous conduit inéluctablement vers l'abîme. Après le grand dialogue national, il est urgent que l'on accélère le processus de décentralisation avec pour objectif majeur de donner plus d'autonomie et plus de pouvoir au territoire, car on ne se sent. Le Drian a dit que la France va nous accompagner. L'accompagnement n'est pas une autonomie. Pour nous accompagner, il est prioritaire aujourd'hui d'enlever tous les engagements qui avaient été signés. Il faut de l'argent, comme dit, la France dit. Au-delà de l'argent, nous disposons de nos matières. Sans l'argent de la France, nous ne sommes que 30 millions. L'accompagnement institutionnel. Je veux bien. Nous avons 475 000 km². Et les ressources de ce pays sont capables de nourrir 60 millions d'habitants. Dans une logique de gouvernance normale, où la France nous laisserait gérer notre pétrole de manière convenable, encore que c'est eux qui achètent le plus, dans un rapport d'égal à égal, je crois que ce que je voyais à la télévision tout à l'heure comme de problèmes d'emploi, je crois que le Cameroun serait capable de résolver tout cela en donnant plus d'argent à la France. Voilà, on est arrivé au terme de l'émission. 30 secondes chacun, je vous en prie, cher monsieur. Rapidement, 30 secondes. Oui, justement pour la fin, pour sortir. Oui, pour revenir sur les différents éléments sur le plan politique, parce que on a relevé là le bilan de la visite de Le Drian, mais il faut davantage questionner ce qui a été dit par rapport au règlement de la crise sociopolitique qui est en l'heure actuelle, à savoir la crise anglophone. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de fond qui se pose avec acuité par rapport à l'attribution du contenu qui sera conféré au statut spécial, qui sera dédié notamment aux régions du nord-est et du sud-ouest. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, on ne sait pas quels sont les différents déterminants qui seront davantage attribués au statut spécial, de manière à permettre justement que l'on règle systématiquement ce problème. Jusqu'à l'heure actuelle, il y a ce questionnement-là. Il y a également un ensemble de problèmes politiques qui portent notamment sur le code électoral, qui reste demain lacunaire, en référence à un ensemble de préoccupations que les leaders politiques posent depuis des années. Parce qu'il faut relever qu'aujourd'hui, on ne peut pas amorcer le champ de l'organisation des prochaines échéances électorales sans que l'on ne puisse justement procéder au toilettage de ce code électoral qui est pourvu d'un ensemble de lacunes qui ont été décriées par plusieurs leaders politiques. J'en sais. Alors, mon mot de fin, c'est que je dirais qu'on ne peut pas cracher sur les 71 milliards que la France nous a apportés, mais je suis totalement contre le fait que on rassemble... Vous êtes un habitant de Douala 4e. Je suis un habitant de Douala 4e. Vous appréciez sa juste valeur? Effectivement, j'ai bénéficié comme des milliers des populations de Douala 4e de ce pont. Et même du sud-ouest. Et de ce pont qui nous permet aujourd'hui de rallier l'autre côté de Douala en une dizaine de minutes, parce que nous avons souffert des embouteillages et des travaux qui étaient exécutés à ce niveau. Donc c'est un bon point. Donc on ne peut pas cracher sur les 71 milliards qui nous ont été octroyés pour accompagner le développement du Cameroun. Mais je suis contre le fait que un ministre français vienne rassembler les leaders des partis politiques et leur tenir un certain discours. Je suis également contre le fait que un président, fût-il japonais, américain ou français, rassemble un ensemble de présidents africains pour leur tenir un autre discours. Pour le cas du Cameroun, je pense vous êtes contre ces sommets? Je suis contre le Cameroun, oui, je suis totalement contre ça, et je pense qu'après près de 60 ans, oui, totalement, après près de 60 ans d'indépendance, je crois qu'il est temps pour les États africains, et le Cameroun en particulier, de prendre en charge ses propres problèmes et de les résoudre soi-même, parce qu'on a des compétences, on a les ressources humaines pour ça, et comme le disait le compagnonniste, on a aussi les moyens pour résoudre nous-mêmes nos problèmes. Pour terminer, vous êtes toujours, vous insistez toujours sur la contrepartie des 111 millions? Non, je veux m'aller plus loin. Encore? Oui, tout à fait. Je voudrais m'approprier un peu certains éléments de langage du discours du président du JICAM, qui parle de refondation, qui à mon sens devrait impliquer une rupture.
une rupture totale parce que le Rwanda est en train de vraiment décoller. Je ne suis pas sûr que le Rwanda a eu besoin de Paris pour le faire, pour construire des usines d'assemblage de voitures, pour construire des autoroutes. Je ne pense pas. Donc je pense que le Cameroun a plus de ressources naturelles, a plus d'expertise que le Rwanda pour pouvoir décoller. Et voilà. Ça, je crois que le Cameroun n'a pas besoin de le monde de faire la manche tout le temps. Voilà. Merci, cher monsieur, d'être venu. Bon retour à Yaoundé, Serge Bicol. Merci bien, Serge Alé. Voilà, merci, Georges Sémé. Merci, Elie Tchama. Merci bien, Serge Alé. Merci, Albert Natolaïs. C'est moi qui vous remercie de l'amitié et Serge Alé autour. Voilà. Merci aux copanélistes. Voilà, merci, madame, monsieur. Nous sommes arrivés au terme de cette édition, la dernière de la semaine. On se retrouve lundi, lorsqu'il sera, bien évidemment, 19h. Bonsoir, Bamenji.